Vous disiez récemment qu'en dehors de son cabinet, le psychanalyste reste à l'écoute du monde. Oui, oui, il me semble en effet qu'il accorde au mouvement du monde, au mouvement de tous ordres, hein, une attention et qu'il porte sur ces mouvements un regard qui ne sont ni ceux d'un politique, ni ceux d'un sociologue ou d'un journaliste, par exemple. À savoir que l'attitude me semble plus distanciée et à la fois plus engagée, même si ça fait un peu paradoxe. C'est un peu comme s'il se donnait, j'ai envie de dire, un temps plus long, un temps de maturation, un temps qui soit utile aux associations entre les événements du monde, et donc un temps propre à voir ce qui relie ces événements, à obtenir finalement une espèce de synthèse qui soit plus transversale et à la fois moins passionnelle. Une synthèse qui serait utile à ce qui se passe au sein du cabinet? Je pense, parce que voyez-vous, une telle synthèse permet de vérifier dans l'espace du cabinet combien l'actualité du monde influe sur les analysants, combien la pathologie du sujet n'est finalement que la conséquence des pathologies de la société dans laquelle il évolue. Et, et en observant la courbe de température, si je peux dire, de la société et du monde, eh bien on note la façon dont se répondent et s'aggravent les symptômes du sujet. Seulement pour ça, il faut prendre un temps que presque plus personne ne prend aujourd'hui. Il faut ne plus être l'otage de l'immédiateté des faits qui se succèdent, prendre du recul, prendre de la hauteur. Il me semble que c'est une position indispensable pour l'analyste. La vision plus vaste et donc plus associative qui découle de cette position nous permet de noter non seulement des lignes de failles, hein, vous savez, comme dans le cristal de quartz de roche, non seulement des lignes de failles, mais véritablement des points de rupture. C'est ça. C'est-à-dire des points de rupture. La rupture, c'est quand ça casse, hein, quand ça sépare et que ça oppose. Et j'irai même plus loin, ce ne sont pas deux morceaux de banquise qui s'éloignent l'une de l'autre après que le bloc initial se soit fissuré, se soit fracturé. Là, ce que j'évoque, ce sont deux blocs qui, une fois séparés, en ont l'un après l'autre et donc se rentrent dedans avec pour objectif de faire éclater et disparaître l'autre. Voilà. C'est-à-dire que le radicalisme est à l'œuvre. Nous ne sommes plus dans la recherche d'un compromis qui passerait par l'écoute, par l'examen des arguments de part et d'autre. Non, nous sommes dans une véritable volonté de détruire, dans la recherche du chaos. Voilà, regardez ces actes de vandalisme envers les œuvres artistiques, par exemple, ou encore les actes de vandalisme envers les golfs. Bon, la fracture qui, à l'origine, est pleine de bonne volonté, si je peux dire, à savoir qu'elle cherche à capter l'attention, à montrer un engagement en faveur de l'écologie, pour les exemples que je viens de citer, tout ça débouche littéralement sur ce qu'on pourrait nommer une nouvelle lutte des classes. De la défiance ou du rejet, on a basculé dans le mépris et dans l'agression. De la tempérance, on est passé à l'extrême violence. Les idées négatives connaissent une progression notable, évidente, qui conduit à des passages à l'acte. C'est le symptôme d'une société malade. Voilà. Une société malade dont l'analyste percevrait donc les échos ou les conséquences chez les analysants. Exactement. Et il me semble que ça concerne absolument tous les secteurs de la société. Parce que la même chose, vous pouvez le noter quand même, se produit au sein de l'hémicycle républicain.
La même chose se produit dans le monde de l'éducation, dans les milieux de l'information, au coin de la rue, au comptoir du bistrot, etc. Il suffit d'écouter pour se rendre compte que les mots, les concepts sont tordus de plus en plus jusqu'à devenir suffisamment pétrissables, malléables pour se prêter à n'importe quelle argumentation. Et de cette façon, c'est facile de faire s'éloigner ces mots et ces concepts de leur sens premier. L'information, pour ne prendre que cet exemple, et quelle que soit son origine, qu'on soit bien d'accord, l'information est devenue d'une grande pauvreté. Elle tire vers le bas des esprits qui sont de moins en moins formés à la réflexion critique. Or, agir sur la langue, agir sur le sens des mots, créer de nouveaux mots, tordre la signification des mots pour faire oublier leur sens premier, c'est le signe d'une société qui se fragmente. C'est le signe d'une société qui éclate littéralement, qui engendre séparatisme, communautarisme, repli sur soi croissant. Le tableau que vous dressez ressemble à une déferlante. Mais c'est une déferlante. C'est une déferlante. Même, allez, ne soyons pas si noirs, même s'il demeure tout de même des chroniqueurs, des essayistes, des philosophes, des enseignants, des écrivains, capables de faire penser. En tout cas, d'inviter à penser. Parce que vous savez, même si ça paraît de prime abord un constat élitiste, je crois qu'il faut le dire. Hannah Arendt le soulignait déjà il y a plus de 50 ans. Peu de gens pensent. Selon vous, nous serions entrés dans une ère de non-pensants ? Oui, absolument. Et c'est en cela qu'une analyse vraie est capable de ranimer la pensée, de la stimuler, de la bousculer, de l'obliger à peser, à critiquer, à évaluer, à remettre en question. Voilà. L'analyse réveille ce que j'appelle le droit d'inventaire. Ce droit d'inventaire que peu de personnes se donnent le droit d'exercer sur tout ce qui nous imprègne. Mais on va vous rétorquer que l'analyse appartient à un autre siècle, que c'est long, que c'est coûteux, etc. etc. Oui, évidemment. Bon. Eh bien, je répondrai comme toujours que toute création demande du temps. Le sujet n'existe pas d'office. Il lui faut du temps et du travail pour advenir.